Ok, alors, je vous ai laissé avec tous les romans que j'avais lus hors challenge, et là, on va parler des graphiques ou des livres d'art que j'ai lus également hors challenge. Je vais commencer tout de suite avec Loulubi et Goupil ou Face, qui m'a été offert par Émilie pour Noël, donc ça date un petit peu maintenant. C'est l'un des premiers livres que j'ai lus au début de cette année. C'est un ouvrage qui va traiter des troubles cyclotimiques, bipolarité notamment, qui est tout mignon. Je vais y arriver. Voilà, avec la couleur orange qui est mise en exergue, la couleur du renard. C'est des choses qu'elle fait dans ses ouvrages. J'en avais offert un à mon frère sur les HPI, et là on était plus sur le jaune et le bleu. Donc voilà. J'ai beaucoup apprécié. Alors apparemment l'autrice est un peu moins fan de son œuvre rétrospectivement. Elle n'a plus trop envie d'en entendre parler, de ce que j'ai compris sur la chaîne de Links Off quand lui-même a parlé de cet ouvrage-là. Alors je suis un peu partagée là-dessus, c'est son opinion à elle, c'est son œuvre, très bien, mais c'est vrai qu'elle ne le retire pas de la vente pour autant. Donc voilà. Je trouve que c'est quand même une bonne entrée en matière pour un petit peu comprendre les troubles cyclotimiques. On n'est pas non plus sur un ouvrage scientifique, on n'est pas sur des traités de psychologie ou autre, donc il faut quand même prendre l'ouvrage pour ce qu'il est, de la vulgarisation, et à ce niveau-là, c'est très bien fait, c'est clair dans les explications, ça peut sembler un peu manichéen, mais en même temps, c'est comme ça que sont représentés ces troubles aussi, et je pense que c'est pour aussi que le plus grand public puisse le comprendre au mieux. Donc moi, j'étais assez satisfaite par cette lecture-là. Maintenant, si on veut des choses plus poussées, eh ben, on va se tourner vers des ouvrages plus scientifiques, ce qui me semble tout à fait cohérent. Voilà, donc pourquoi pas l'offrir à des ados, des jeunes adultes ou des personnes qui peuvent se sentir un petit peu touchées par ça, pour que aussi ce soit quelque chose qui leur permette un peu de souffler, de respirer un petit peu, de voir qu'elles ne sont absolument pas seules. Moi j'ai trouvé ça vraiment très bien fait, donc je peux tout à fait vous le recommander, même si l'autrice a un petit peu plus de réserve là-dessus, mais encore une fois, il est très facilement trouvable, et il est tout à fait mis en tête des gondoles. Je l'ai vu encore il y a quelques jours à la Fnac en m'y promenant avec un très cher ami à moi, donc voilà. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de Fables de Bill Willingham et Mark Buckingham. Donc là je vous en mets qu'un, mais parce que sinon ça va être un petit peu lourd pour mes petits poignets. Fable, on va être sur pas vraiment une réécriture en tant que telle des contes, mais en fait on a des mondes parallèles qui ont été pris d'assaut par des forces du mal, et les habitants de ces mondes se sont enfuis dans le nôtre et vivent cachés dans la communauté des fables, donc qui est menée par différents personnages et administrée en tout cas par Blanche-Neige, qui fait équipe avec le shérif qui est le grand méchant loup. Donc voilà, il y a plusieurs occurrences qui vont se rencontrer là-dedans. On va avoir... Alors on n'est pas sur un côté conte réinterprété par Disney, on est vraiment sur les contes premiers, les Grimm, enfin voilà, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus noir. On va avoir des enquêtes qui vont se dérouler parce que des membres de la communauté vont disparaître ou être retrouvés, assassinés, tout ce genre de choses. On reste quand même sur des comics, donc on n'est pas dans des mondes tout roses. Ce sont des histoires qui se lisent vraiment très bien. On a un fil rouge avec une grande enquête, et par moments on va avoir des flashbacks soit dans le monde passé, soit sur notre terre à des époques diverses, puisque du coup les fables ne vivent pas comme nous, ils sont immortels, enfin du moins ils ne vieillissent pas, ils ne meurent pas de cause naturelle, donc ils ont vraiment connu des choses très très diverses, et je trouvais ça assez cool d'entrecouper l'histoire principale par ces petites occurrences là. Donc je peux tout à fait vous recommander. Pour l'instant je suis très satisfaite des 2 premiers tomes. C'est un comics qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, et je ne savais pas qu'il avait été publié sous cette collection là qui ne coûte du coup que entre guillemets 10 € le tome, ce qui est quand même plus abordable qu'un comics à 20-25 €. Donc si ça peut vous intéresser, pourquoi pas, je vous le recommande tout à fait. Et maintenant pour les livres d'art, j'en ai 2 à vous présenter. Les 2 sont de la petite collection de Taschen. Je pense que j'ai peut-être dû vous les présenter dans un
un book haul ou sur toute ma... Je pense que c'était dans mon tiroir à lire, donc je vous montrerai peut-être là pour vous faire un petit point sur tout ce qui me reste. Musha et Maurice, donc deux artistes qui peuvent un peu se recouper de la belle époque. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous en dire en fait, si ce n'est vous parler de la petite collection qui est très bien faite. On va retrouver tout le travail chronologique des artistes, un petit peu d'éléments de contextualisation biographique sur leur vie, etc. Voilà, moi j'aime beaucoup ces éditions-là, cette collection-là chez Taschen. C'est toujours très bien fait, très plaisant. Là, c'était 2 ouvrages que j'avais eu à la braderie, donc je les ai payés 5 € au lieu de 10. C'est déjà pas hyper... Je crois que c'est 10 €, hein. Je sais pas, c'est pas écrit. Mais ils sont pas hyper chers, c'est 10 ou 15. Et donc voilà, on va à chaque fois retrouver... on a quand même pas mal de textes, hein. C'est vraiment des choses qui sont tout à fait instructives et de très belles images. C'est toujours vraiment très bien fait. J'aime beaucoup Taschen pour tout ce qui est livres d'art, beaux livres, quand on aime aussi la photographie, ils ont pas mal de choses assez intéressantes. Et donc voilà, comme Maurice était aussi un décorateur, on retrouve beaucoup de ses propriétés. Voilà, donc vraiment très très cool, j'ai beaucoup aimé. Donc là je les ai eus en anglais, puisque dans la braderie ceux qui étaient disponibles étaient en anglais. Maintenant ils sont aussi trouvables en français, bien évidemment. Et il y a une palanquée d'artistes, de mouvements. Ils ont aussi fait un peu comme des hors-séries sur des sujets thématiques. J'ai beaucoup aimé notamment Belle et Nue, que je vous recommande, qui était vraiment très très bien. Maintenant, côté cinéma, j'ai 2 ouvrages. Un qui m'a aussi été offert par Émilie pour Noël / anniversaire, sur Audrey Hepburn de Eileen Hofer et Christopher, qui est un beau bébé. Les images sont vraiment très belles. Le dessin, voilà, très... un peu minimaliste, mais très plaisant. Moi, j'ai quand même bien aimé, même si c'est pas ce que je cherche habituellement. Voilà. Alors, pas déçu par cet ouvrage, mais si on ne connaît pas forcément la vie d'Audrey Hepburn, si on n'a pas déjà un peu de contexte sur elle, si on n'a pas déjà lu un peu des biographies, je trouve que c'est pas évident à saisir pour les profanes. Je pense que c'est un ouvrage qui s'adresse plus à vraiment déjà un public hepburnien, si on peut dire, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on va pas forcément s'attarder. En tout cas, on va vraiment balayer toute la vie d'Audrey Hepburn, de son enfance jusqu'à la fin. Donc on va retrouver tout son contexte familial, durant la guerre, comment ça a pu se passer pour elle, pour sa famille, toute son ascension à Hollywood, par quel biais ça s'est fait, puisque elle n'avait pas de vocation d'actrice dès le début. Ça s'est vraiment construit petit à petit. Un gros focus aussi qui est mis sur Vacances romaines, qui est l'un de ses films les plus connus. Donc il y a beaucoup de petits clins d'œil comme ça, quand on connaît aussi un petit peu les relations qu'elle a pu avoir avec tel acteur, professionnel ou un peu plus intime. Très intéressant, mais encore une fois, quand on connaît déjà un petit peu Audrey Hepburn, sinon on risque d'être un petit peu perdu. Je pense que c'est un bon complément à une biographie. Peut-être les lire en parallèle pour s'aérer un petit peu la tête, que ce soit un petit peu moins dense. Donc celui-ci, je peux pas vraiment vous le recommander si vous n'êtes pas déjà au fait de certains détails de sa vie, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié. Ça se lit relativement bien. Voilà, encore une fois, le trait est très beau. Donc, si vous connaissez déjà un peu de contexte autour d'Audrey Hepburn, vous pouvez quand même vous y attarder. Complètement différent, on passe à Star Wars. Encore une fois, que j'ai trouvé à la braderie Taschen, les archives, épisodes 1 à 3, 1999-2005, puisque quoi que vous puissiez en dire, ce sont mes favoris, puisque ce sont les épisodes de mon enfance, de mon adolescence. Et pour moi, ce sont ceux qui sont les plus intéressants parce qu'il y a le plus de contexte. Moi, j'adore tout ce qui est géopolitique, etc. Je suis plus une fan de Star Trek que de Star Wars. Donc déjà, ça en dit un petit peu. Moi, j'aime beaucoup le contexte. J'aime beaucoup suivre comment est construite l'histoire, etc. Donc moi, dès qu'on me parle de blocus commerciaux, tout ce qui est les midi-chloriens, machin, mais donne-moi tout ce contexte-là, j'adore. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cet ouvrage-ci.
il existe aussi pour épisode 4, 5, 6. Je ne sais pas s'il existe pour cette abomination qu'est la postlogie. Peut-être, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, l'auteur, Paul Duncan, s'est longuement entretenu avec notamment George Lucas, mais aussi l'équipe de production et toutes les personnes, enfin du moins toutes les personnes, les chefs des différents départements qui se sont occupés de ces épisodes-là. Hyper intéressant, très beau aussi, il y a beaucoup de... On a beaucoup accès à tout ce qui est concept... Forcément, je tombe que sur les images de films. Mais voilà, on va avoir accès à tout ce processus créatif. Donc ça, vraiment très cool aussi. On va revenir sur les petits bâtons dans les roues qu'ils ont pu rencontrer, puisque on était vraiment à un moment aussi du cinéma où tout commençait un petit peu à changer. Les manières de filmer, les outils, les caméras, bêtement en fait. Enfin, c'est là où les tournages numériques ont vraiment commencé, etc. Donc voilà, quelque chose de très différent, un tournant dans le cinéma. Donc ne serait-ce qu'à cet égard-là, c'est assez intéressant. Voilà, donc beaucoup aimé. On n'est pas obligé d'être un fan de Star Wars, je pense, pour se pencher sur ce tome-là, du moins. Pour les autres, je ne saurais vous dire, mais comme là, je vous dis, on est vraiment dans un shift sur les productions cinématographiques. Ça peut aussi être intéressant, juste en termes d'histoire du cinéma. Pourquoi pas. Et enfin, une déception. Livre plutôt mode cette fois, Fashion Legend sur Taylor Swift. C'est écrit par Glennis Johnson. Alors, apparemment, c'est une nouvelle collection, puisqu'il y a très peu d'ouvrages qui ont été édités là-dessus. Il y en a un sur Harry Styles et un sur la princesse Diana, et je ne pense vous recommander aucun d'entre eux. C'était un petit peu un essai avec Taylor Swift pour voir comment ça allait être construit, parce que elle n'est pas spécialement connue pour être une icône de mode. Elle n'est pas là pour lancer des trends, etc. C'est quelqu'un qui s'habille bien, mais maintenant, c'est pas une icône en tant que telle, donc je voulais voir un peu comment ça allait être traité là-dessus, et on est sur un bouquin de fangirl, donc vraiment pas poussé, par moments écrit, enfin vraiment comme si c'était, voilà, on se réunissait avec une copine et on allait disséquer un peu le style qu'elle peut avoir, mais sans plus en fait, donc hyper dommage. Je trouve on aurait pu beaucoup plus s'attarder sur les tenues de scène, par exemple. Alors, bien sûr, il y a des chapitres là-dessus, mais c'est pas disséqué, c'est pas plus poussé que ça. Hyper dommage. Pareil pour les tenues de red carpet, on va pas un peu plus pousser sur pourquoi elle a choisi telle tenue, les easter eggs qu'il y a pu avoir, les choses comme ça. Donc bon, un peu déceptif. Après, les images sont belles, il n'y a rien à dire, mais en termes de contenu, rien de très intéressant. Donc je me dis ça peut être un peu la même chose pour Harry Styles, et ça peut être malheureusement un peu la même chose pour Lady Di, alors qu'il y a énormément de trucs à dire, mais je pense qu'il y a des ouvrages qui sont mieux faits, où je veux pas dire qu'elle n'est pas professionnelle, mais en tout cas, en dessous de chaque livre, il y a toujours la mention non officielle et non autorisée. Donc, est-ce que ça dit pas aussi quelque chose sur le sérieux, peut-être, de l'ouvrage, quelque chose comme ça? Je veux pas trop m'aventurer là-dessus, mais en tout cas, voilà, déceptif. Et ça allait être un peu mon ballon d'essai pour savoir si j'allais prendre sur celui de Lady Di, parce qu'en soi, l'objet livre est tout à fait joli. Mais après, le contenu, bon, aucun intérêt. Dommage. Donc voilà qui clôt toutes mes lectures hors challenge, d'autant que là on va repartir encore dans des challenges après. Je suis en train de terminer le littératon féminin et on devrait enchaîner avec le Pumpkin Autumn Challenge, pour lequel j'ai déjà préparé absolument tous mes ouvrages et je veux juste voir ce qui peut entrer dans des catégories. Donc là je suis encore entrée dans une nouvelle phase de challenge. On verra si ça marche comme ça ou pas, et du coup on se retrouve à la fin du mois. Ciao.